Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Aujourd'hui, notre invité est M. Rodriguez Mokassa. Bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce plateau de jeunes émergents. Nous allons parler de votre entreprise qui est aujourd'hui Sozaco Ltd, dont vous êtes le directeur gérant. Nous allons parler de votre parcours, de vos ambitions, de la valeur ajoutée que vous apportez sur le marché. Mais avant, nous aimerions bien savoir comment est-ce que vous avez fait pour atterrir dans ce domaine-là. D'accord, merci pour la parole. Alors déjà, en entrée de jeu, Sozaco Ltd est une entreprise de droit congolais qui a vu le jour en 2016 et suite à une résolution. Et donc nous avons travaillé durant toutes ces années dans le domaine de l'entretien et de l'hygiène professionnelle. C'est-à-dire que nous faisons jusque-là le nettoyage des vitres en hauteur. C'était parmi les activités que nous avons pensé beaucoup plus mettre un accent dessus. Il y avait la mise à disposition des techniciens de surface, c'est-à-dire que des personnes qui connaissent très bien le métier de l'entretien. Contrairement à ce que nous voyons un peu partout, nous avons voulu marquer une petite différence, c'est-à-dire que c'est des techniciens qui, à première vue, pouvaient être capables de faire la différence de la matière qui est fabriquée le carreau et connaître par conséquent le type de produit qu'il faut pour pouvoir nettoyer ce carreau par exemple. Ça c'est quand il s'agit par exemple de nettoyer des sols. Et puis des consignes d'entretien. Lorsque tu arrives par exemple dans une maison, il y a une démarche pour pouvoir entretenir la maison. Il y a là où vous commencez et là où vous terminez. Et ce sont des choses que nous avons pu apporter comme valeur au sein de cette activité-là. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, nous avions comme activité la désinfection. Ça c'est dans le cadre de l'hygiène. Nous avons la dératisation, la désinfection, ce que nous appelons le 3D. Et là-dessus, nous avons voulu apporter une valeur ajoutée, sauf que nous avons rencontré une petite difficulté sur le point du matériel adéquat qui faisait défaut. C'était l'hygiène hospitalier, parce que dans ce côté-là, il y a encore un vide, ça il faut le dire jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a une très grande différence entre entretenir un bureau, entretenir une maison et entretenir un milieu hospitalier. Là, ça demande tout à fait une expertise particulière. Et au cours de notre tentative de vouloir mettre en place cette activité, j'ai eu personnellement à discuter par exemple avec une personne qui est du service de la santé. Je lui ai fait savoir qu'en partie, plutôt en grande partie, si nous avons des enfants qui naissent avec des malformations congénitales, ce n'est toujours pas la cause qui est partie depuis le ventre de la maman, mais c'est l'organisation qui est faite tout autour de cet enfant, surtout pour les enfants qui naissent prématurément, qui sont censés passer par une couveuse. Alors nous savons que ces couveuses-là doivent être entretenues, mais très souvent ces couveuses sont entretenues avec des produits non appropriés, ce qui fait qu'au moment du nettoyage, vous remarquez, après que vous ayez nettoyé, qu'il y a un film qui vous atteste, de par la surbrillance, que voilà, la couveuse est propre. Or, il s'avère que ce film-là, c'est un microfilm qui se pose en fonction de la réaction des produits avec lesquels vous avez nettoyé. Et lorsque vous avez mis un enfant, vous démarrez la couveuse, avec le temps, ces produits-là finissent par créer une dilatation et ça crée une sorte d'effet de serre qui fait que l'enfant puisse inhaler au fur et à mesure ces produits avec lesquels vous avez nettoyé. Et à la fin, ça crée, puisque c'est un contact direct avec l'enfant, ça crée à ce moment-là des malformations congénitales. Excusez-moi, au bout d'un mois, 2-3 mois, vous remarquez que l'enfant naît avec une bronchite, l'enfant naît surtout des problèmes de pneumonie, c'est dû à un problème d'entretien. Et dans le souci de vouloir pallier à ce problème, nous avons pensé que c'est un secteur dans lequel nous devrions normalement mettre un accent, sauf que par la suite, dans la mise en place de cette activité, nous avons rencontré quelques difficultés, mais n'empêche que ça reste un projet auquel nous tenons beaucoup. Donc voilà plus ou moins les activités qui ont démarré Sozaco. Et déjà pour ce qui est de l'actualité, avec le temps, nous avons rencontré des difficultés déjà hier avec les marchés que nous pouvions arracher autrefois. Nous avions la difficulté en acquisition des produits d'entretien parce qu'une jeune entreprise qui démarre,
n'a toujours pas une trésorerie assez consistante pour pouvoir faire face à... Et donc c'était un problème. Maintenant, avec le temps, nous nous sommes dit, mais puisqu'il n'y a pas un acteur qui soit capable de nous accompagner en tant que partenaire là dans ce sens, on a un marché, on a un contrat avec eux. Déjà, ceux qui peuvent vendre les produits traitent qu'avec les grands, alors que nous sommes les petits. Nous nous sommes dit, ben, il faudrait résoudre ce problème. Déjà, la réflexion est partie de là. Et avec le temps, pendant que la crise ne faisait que s'amplifier, nous nous sommes dit, ben, d'accord, hier, c'était pour créer une entreprise qui soit capable de nous autonomiser d'obtention de produits d'entretien. D'accord. Donc, nous remarquons, par exemple, sur le secteur de l'énergie, le gouvernement a vulgarisé le secteur, mais peu de gens sont au courant. Vous voyez? Or, avec cette loi, on peut en faire une véritable opportunité. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui à l'extérieur qui ne cherchent que des opportunités d'investissement. Alors, un jeune qui a de l'information, qui a de la formation, peut transformer cette loi en une opportunité. C'est-à-dire trouver un partenariat d'implantation d'une entreprise extérieure, par exemple, pour ce secteur. Nous avons toujours des problèmes d'énergie. Au jour d'aujourd'hui, nous avons de nouveaux quartiers qui ne sont pas électrifiés, mais l'État nous donne la possibilité de pouvoir faire de cette loi une opportunité. Moi, Rodriguez, je peux avoir un partenaire extérieur qui arrive, on monte une entreprise et je prends un nouveau quartier, je ne sais pas trop, ça peut être Cofoli, je ne sais pas quoi, qui n'est pas électrifié, et nous nous approprions ce secteur du marché. Vous n'aurez pas de problème avec l'État, bien au contraire, l'État va revendiquer juste ces cotisations que vous devriez verser en tant qu'entreprise. Ça, c'est par exemple une occasion à ceux-là qui ont de l'information de pouvoir en transformer en une opportunité. Il y a plein des opportunités comme ça. Nous avons par exemple les énergies renouvelables, nous en parlons, mais il y a une véritable opportunité là-dedans. Par exemple le recyclage du plastique. Nous avons beaucoup d'activités. Je prends un exemple. Une personne qui a étudié dans un pays anglophone, il revient avec son diplôme, 2-3 ans, il n'a pas de boulot. Mais c'est juste manquer de l'information et de la formation en fait. Voilà ce pourquoi le jeune entrepreneur existe aujourd'hui. C'est pour pouvoir canaliser, informer et former s'il le faut ces jeunes à pouvoir s'intégrer dans la société et prendre part à la vie active. Vous avez étudié pendant 4-5 ans dans un pays anglophone, vous maîtrisez parfaitement la langue, mais vous restez 2-3 ans chez vous au nom du manque de l'emploi, en train de crier et d'insulter l'État. Il y a un problème. Vous attendez que votre vie change, alors que vous ignorez que la vie attend que vous changez pour qu'elle change de manière systématique. Donc tout ça, c'est un manque de connaissances qui est fait que nous puissions créer ou sinon fonder le concept de jeune entrepreneur. Et depuis un moment, nous avons lancé une série de sensibilisations à travers plusieurs conférences, prenant plusieurs thèmes. Et pour commencer, pour réunir les gens, nous avons créé un groupe WhatsApp qui fait que depuis un moment, nous discutons de l'entrepreneuriat, des opportunités, telles que ce dimanche, nous avons une conférence sur 3 secteurs d'activité dans lesquels l'on peut investir au Congo avec moins d'argent. Tout ça, c'est dans le but de susciter l'intérêt aux gens. Une personne qui a étudié dans un pays anglophone peut transformer l'atout qu'il a en langue anglaise en une opportunité. Par exemple, en faisant des cours à domicile. Moi, je pense que si on peut prendre 100 parents, sur 10, vous aurez forcément ceux-là qui diront, ben, écoute, je veux que vous puissiez encadrer mon enfant en anglais. Vous pouvez devenir un chef travailleur, une personne qui donne les cours à domicile ou créer un centre d'encadrement. Vous pouvez développer, peu importe ce que vous avez. Créer même une université. Et même une université, par exemple. Vous pouvez faire une université, par exemple, où vous n'avez que les cours d'anglais, de la 6e jusqu'en 3e. Il y a autant de choses que l'on peut faire. Et moi, je pense que ce qui leur manque, c'est cette information-là, cette capacité à pouvoir réfléchir, mettre en place un plan stratégique et commencer à le disséquer et aller d'objectif en objectif jusqu'à ce qu'ils atteignent l'autre là. Parce que 10 personnes qui maîtrisent la langue, ben, ils sont inarrêtables. S'ils se mettent ensemble, que ce soit ceux qui ont fait le portugais, ceux qui ont fait l'espagnol, ils peuvent même être en association. Ceux qui ont fait l'anglais, l'espagnol et le portugais, ils se mettent ensemble, et l'italien, ils créent un gros centre où ils commencent à donner rien que les formations. Et on ouvre le monde vers le Congo. Et on ouvre le monde vers le Congo. Quelqu'un qui s'en va en Italie n'aura pas de difficultés à parler italien. Le chinois, par exemple, aujourd'hui, avec les grandes opportunités que nous présente la Chine, il n'y a pas une école qui forme en chinois en tant que telle. C'est juste quelques petites informations, des petites formations qui se donnent ça et là, de manière non conventionnelle, s'il faut le dire, parce qu'il n'y a aucun papier, il n'y a aucun enregistrement. L'État, généralement, ne connaît pas. Et moi, je pense que ça devait changer. Aujourd'hui, quels sont vos projets à long terme avec Sozaco? Bon, déjà, nous avons un calendrier pour 2021. Le but, vu la manière que le produit a été reçu, avec beaucoup de chaleur et beaucoup d'appréciation, parce que nous ne cessons d'avoir les éloges de nos consommateurs,
qui nous incitent d'aller de l'avant. Nous avons commencé avec les 2,5 en quantité, mais aujourd'hui, ils nous ont incité à aller à des quantités de 5 litres. Vous voyez un peu, ce n'est pas nous, mais c'est le marché qui nous conduit dans ce sens-là. Et nous sommes en train d'avancer. Plus nous avançons, plus nous recrutons. Et ça nous fait plaisir parce qu'à notre niveau, nous essayons tant bien que mal d'apporter cette contribution-là qui constitue à diminuer le chômage dans les milieux de jeunes. Et déjà, en tant que directeur gérant, j'ai choisi de faire uniquement avec les jeunes. Oui. Et d'ailleurs, je vous fais une révélation qui est très surprenante. Pour ce qui est du service commercial, au départ, nous avons lancé une offre à l'Agence congolaise de l'emploi. Oui. Mais très vite, je me suis dit, c'est une entreprise qui a été créée sur la base d'une étude qui consistait à répondre à un problème sérieux, qui met en avant premier les consommateurs, donc les ménages. C'est une réponse que nous avons apportée. Mais d'autre part, nous avons un rendez-vous avec la jeunesse, parce que ce n'est pas seulement les mots, il faut passer à l'action. Les jeunes que nous voulons inciter à l'entrepreneuriat doivent apprendre l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, je n'ai pas recruté des personnes qui ont une expertise dans le domaine, par exemple, du commercial, qui n'ont pas d'expertise dans le domaine, dans plusieurs domaines en fait. Je les ai pris. Déjà, ce que j'ai fait, c'est de résoudre d'abord un problème à mon niveau, bien sûr, qui consiste à finir les études et passer 2-3 ans en attente de l'emploi. Je suis allé vers certaines écoles qui m'ont ouvert leurs portes. J'ai pris les étudiants en 3e année qui finissent peut-être en janvier-février ici. Je les ai emmenés pour leur dire, d'autres ils sont en logistique et transport et tout ça, ils n'ont rien à voir avec le côté commercial. Oui. Je leur ai dit, venez tel que vous êtes. Je les forme comme j'ai fait avec l'équipe technique. Ouais. Je les forme dans les techniques de vente et je leur mets en stage. Si ils s'adaptent facilement, à ce moment-là, on n'a même pas besoin d'attendre les 3 mois. Tout de suite, là, je leur propose un contrat. D'accord. Et donc, finalement, on retient que la vraie école, c'est le travail, c'est la formation sur le terrain. Effectivement. Vous êtes entrepreneur aujourd'hui, vous avez bâti Sozaco LTD, une entreprise qui marche assez bien. Mais quelles sont les difficultés majeures que vous avez rencontrées pour en arriver là? Au début, nous avons rencontré des véritables difficultés parce que c'est l'erreur d'ailleurs qu'on veut éviter à certains jeunes qui veulent se lancer. Oui. Nous nous sommes lancés sans expérience, avec rien que de la motivation. Et chemin faisant, nous avons appris beaucoup de choses. Il y a eu des restrictions, des redressements. Ça nous a coûté le temps et de l'argent. Et depuis un certain moment, je dois dire qu'on essaie de s'adapter. Et le seul problème qu'on a, c'est comme dans tous les pays, c'est le problème d'accompagnement sur le plan financier. On n'a pas des acteurs financiers qui nous accompagnent. Aussi bon que soit le projet, aussi bon que puisse dégager en matière de potentiel une entreprise, rares sont des partenaires financiers qui viennent. Bon, nous connaissons déjà la démarche. C'est lorsque vous avez vraiment fait vos preuves que ces entreprises-là, des établissements financiers, viennent vers vous pour vous proposer un accompagnement. Ce qui est normal. Je comprends en tant qu'entrepreneur parce qu'eux aussi, ils le sont et ils peuvent pas miser là où il y a le risque. Là où il y a le risque, et au cours de mes études, j'ai réalisé que le financier n'investit pas dans le projet. Contrairement à ce que nous pensons. Le financier n'a jamais investi dans le projet, mais il investit sur le porteur de projet. Il investit en vous alors? Ouais, il investit sur le porteur de projet. Parce que la seule personne, la seule variante qui peut exister entre la réussite d'un projet et son échec, c'est le porteur. Oui. On a vu les gens qui ont eu les marchés de l'État, on vous donne 100 millions pour réaliser une œuvre, tout de suite, vous êtes en France, sous la Tour Eiffel, avec les manteaux et tout ça. Nous profitons de cette occasion de dire bonjour à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs de Paris. Je rappelle que nous sommes sur C-Direct Télévision, la première chaîne mondiale des deux Congos, Rodriguez Bokasser. Alors là, vous avez eu un marché de l'État et vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez en France tout de suite pour vous acheter des Jean-Marc Weston. Oui. Vous vous achetez des costumes de valeur et tout ça, une voiture dans le bateau. On en a vu, ce n'est pas des histoires. Et à la fin, dans l'exécution, si c'était la compte pour faire 60%, vous faites à peine 10-15%, vous déclarez faillite. Vous ne pouvez plus rien faire, vous demandez qu'on vous ajoute de l'argent pour continuer. Et ça a été un véritable fiasco. Ouais. Et les banques voient tout ça. Ils ne peuvent pas vous accompagner dans ce sens-là. Ouais. Une personne qui élabore un bon projet d'une valeur de 100 millions, mais de ta vie, tu n'as jamais géré 1 million. Comment voudrais-tu que la banque te donne 100 millions en gestion? Il y a un problème. Et donc la banque attend aussi de voir que cet entrepreneur ait fait ses preuves au bout d'une certaine année, au bout de plusieurs années, parce qu'il y a une étude qui a montré que la plupart des entreprises africaines qui sont créées, nous avons 80% qui meurent en moins de 5 ans, qui mettent la clé sur le paillasson. Et donc, par exemple, les banques peuvent se servir de cet indicateur pour observer. Si vous avez traversé le cap de 5 ans, on se dit, ben, c'est un bon gestionnaire, on peut l'accompagner. Ils viennent, il n'y a rien à faire, ils viennent. Parce que leur objectif
et l'existence de leur entité, c'est vendre de l'argent. Donc ils viendront, ils vont te demander par exemple d'emmener tous tes travailleurs chez eux, les domicilier leur salaire et te proposer des crédits d'accompagnement et tout ça. Certains avantages financiers. Voilà. Mais nous, par exemple, nous avons compris toutes ces choses-là et nous nous sommes dit, nous n'allons pas attendre que ce jour-là vienne, mais nous faisons avec les moyens de bord. Donc nous travaillons de stratégie en stratégie pour autofinancer nos activités et aller de l'avant. Voilà ce que nous essayons de faire. Ce qui fait que d'ici là, nous aurons à installer Brazzaville très rapidement. Et pour ce qui est des projets, parce que ce n'est pas que Brazza, nous avons déjà des projets entre guillemets de s'étendre au-delà des frontières, parce que nous avons déjà mené les études à l'heure actuelle. Nous avons le retour d'informations que nous traitons et nous pensons que d'ici la fin de l'année 2021, nous pourrons déjà être une firme internationale. Rechercher des opportunités, rechercher des problèmes et apporter des solutions. Rodriguez Mocassin, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Quel est votre dernier mot? Le dernier mot, c'est d'abord vous dire merci. Dire merci au concept de jeunes émergents, qui est un concept similaire à celui de jeunes entrepreneurs. Similaire à celui de jeunes entrepreneurs, qui œuvre dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat. Et parmi les sources d'inspiration de la création même de jeunes et entrepreneurs se trouve le concept jeunes et émergents, et autant d'autres que nous pouvons peut-être pas citer compte tenu du temps. Et le dernier mot serait que les jeunes doivent prendre conscience, je préfère regarder la caméra pour le dire. Je lance un message à la jeunesse, non seulement congolaise, mais à la jeunesse africaine, partout là où cette vidéo sera suivie, que vous soyez en France et partout. Nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Je pense qu'au cours d'une interview, je l'avais déjà dit, l'histoire nous regarde. Aujourd'hui, nous citons les patriarches comme les Nelson Mandela, les Thomas Sankara. Ils sont nombreux qui ont mené un combat que nous jouissons les fruits aujourd'hui. Nous avons les calibres comme les Martin Luther King, les Malcolm X et tout ça. Ils ont fait un travail. Et ce travail, c'est celui qui, aujourd'hui, nous fait bénéficier des fruits pendant qu'eux, ils sont déjà partis. Et nous aussi, ceux qui viennent derrière nous, nos enfants même que nous mettons au monde, nous demanderons les comptes. Qu'aviez-vous fait pendant que vous avez l'opportunité de changer les choses? N'attendons toujours pas que le changement vienne de quelque part, mais devenons nous-mêmes des acteurs du changement. Et pour cela, que les jeunes prennent conscience en sachant que nous sommes l'un des continents les plus jeunes au monde aujourd'hui. Et très rapidement, ce poids va nous peser sur les épaules. Et pour éviter que demain matin que nous n'échouions sur cette responsabilité qui est déjà présente, nous devions prendre des initiatives. Notamment intégrer la démarche de jeunes émergents qui est de faire par exemple la promotion de l'entrepreneuriat. Les gens se disent pourquoi l'entrepreneuriat? Nous avons compris, il n'y a pas de honte à le dire. Rares sont ceux-là qui s'enrichissent avec un salaire. Parce qu'avec les variantes qu'il y a au cours de la vie, vous n'allez pas pouvoir faire face à tous vos problèmes avec votre salaire, ce n'est pas possible. Vous avez un enfant qui tombe malade ce mois-ci, le mois qui vient, vous avez deux. Bon, l'année prochaine, votre enfant va aller à l'université, les charges ne seront pas les mêmes. Donc, il y a autant de choses qui ne peuvent pas vous emmener. On ne dit pas que les gens devaient démissionner de la fonction publique ou des entreprises pour entreprendre. Non et non. Et non, c'est archi faux. Contrairement à ce que disent d'autres personnes. Mais moi, je pense que ces personnes-là, ils ont déjà un atout, le fait d'avoir un petit revenu. C'est de s'organiser avec ce qu'ils ont pour pouvoir créer d'autres sources de revenus qui leur emmèneront certainement vers la liberté financière. C'est cela que nous et aider bien sûr les autres. Et aider les autres, parce que si vous travaillez déjà quelque part, vous créez une entité, vous n'aurez pas le temps, vous allez embaucher. Vous avez donné de l'emploi à quelqu'un qui est en chômage. De la valeur. Voilà, c'est une valeur. Et ça vous permet en ricochet de pouvoir joindre calmement vos deux bouts. C'est seulement cela que je peux apporter. Merci beaucoup, Rodrigue. Voilà. Merci.